Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous exposer deux idées, des pensées sur la possibilité de discuter. La première idée est celle d'un avocat, Maître Pépé Guillaume Manjolo. Il vient de nous proposer pour ce faire un petit truc, un roman qu'il a intitulé « Dans le vent du désespoir, petite philosophique entre amis ». Il nous propose pour ce faire des possibilités d'échanger n'importe où et à n'importe quel moment. Manjolo, vous êtes avocat, mais sur le plan littéraire, vous avez des idées qui chauffent. Vous venez de publier une plaquette au titre assez évocateur, je dirais assez provocateur, « Dans le vent du désespoir, petite philosophique entre amis ». Aujourd'hui qu'on a besoin de grandes idées politiques, de grandes idées économiques, vous avez préféré faire de la philosophie. À quoi bon rédiger un ouvrage philosophique pour les Congolais? Merci déjà de l'invitation, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir des grandes idées politiques, des grandes idées économiques sans pour autant avoir de la sagesse. La philosophie, c'est la sagesse. Bon, mais globalement, ce texte n'est pas un texte philosophique au sens où il serait un essai ou une démarche avec une thèse derrière. Mais tout simplement, c'est une possibilité que j'offre de comprendre l'art de la discussion. Et j'ai fait ça de manière romancée pour permettre à ce que les gens qui lisent comprennent qu'effectivement, peu importe nos positions, qu'elles soient divergentes ou pas, il y a moyen de pouvoir discuter, parler. Et de cette discussion, comme on dit toujours de manière un peu banale, jaillira les idées, tout ça. Ou la lumière, quelque part. Bon, c'est un peu ça ma démarche. C'est pas une démarche qui s'écarte des idées de la construction du pays, mais c'est plutôt qui va dans le sens de pouvoir dire ne peut sortir d'éléments essentiels et intéressants que lorsque les gens se mettent à discuter, sans tenir compte de leur positionnement à la fois géographique ou des sociétés, des rangs sociaux, mais plutôt par rapport aux idées. Et j'ai tenté de pouvoir trouver un endroit, un périmètre, un espace, un champ, pour employer les termes exacts, où les gens se retrouvent pour discuter, et c'est un champ d'une cellule d'incarcération, mais c'est pas l'incarcération n'a aucun intérêt ici, c'est tout simplement pour vous dire que il n'y a pas de fioritures ou comment dirais-je, il n'y a pas un élément extérieur qui vient polluer la discussion, voilà. Alors, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, vous êtes dans la société congolaise, comme observateur de cette société. Pour vous, quels sont les éléments qui empêchent d'asseoir une véritable discussion? La difficulté que je vois en RDC, c'est une difficulté liée aux rangs sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été élevé dans la société congolaise est drapé de l'omnisuffisance, l'omnipotence. Le fait que je sois un dirigeant d'une entreprise, je sois recteur d'une université, que je sois patron de quelque chose, et tout ça fait de moi l'homme le plus intelligent. Et par conséquent, je ne peux écouter que moi. Et puis quelque part, on dira, tiens, j'ai fait mon parcours par moi-même, je suis arrivé au niveau où je suis arrivé, c'est parce que je suis très intelligent, plus que vous. Sinon, vous êtes arrivé à ma place. C'est ça la fausse idée. Et ça ne permet pas la discussion. Et maintenant, comme les gens sont dans une position de faiblesse en termes de moyens, ils se soumettent aux inepties et aux toutes les bêtises, parce que tout simplement, c'est lui qui a le pouvoir économique, s'impose en tant qu'intelligence en même temps. C'est-à-dire que le pouvoir s'accompagne de l'intelligence obligatoirement, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Dans les sociétés les plus organisées, c'est lui qui a le pouvoir et entouré des gens qui l'écoutent chaque matin. Parce qu'il est focalisé à pouvoir orienter les choses, à diriger les choses, à manager. Mais la construction des idées ne lui appartient pas. Il y a d'autres personnes qui sont derrière en train de construire les idées et de les lui soumettre. C'est ça les principes en fait d'une société. D'où on a toujours les rois avec une cour, des intelligences qui sont là autour pour pouvoir produire. Quand vous parlez de la place des Richelieu en France, vous verrez que ce sont des places très importantes. Donc, ainsi, dans toutes les sociétés, il y a des gens qui ont passé leur temps pour pouvoir structurer, organiser, et pour donner à ceux qui ont la possibilité de pouvoir en parler, à les diffuser par la suite. Richelieu a été le premier ministre de Louis XIV ou de Louis XV? 14. Bon, voilà, donc c'est un peu ça l'approche qu'il faut avoir. Mais si maintenant, en RDC, malheureusement, pour répondre à votre question de manière un peu plus précise, c'est qu'il n'y a pas de discussion dans la mesure où c'est lui qui m'emploie,
est plus intelligent que moi, de facto. Par principe, il est plus intelligent que moi. Je ne peux pas être plus intelligent que lui. Il est plus intelligent que moi. Il sait tout, il connaît tout. Je peux être spécialiste en médecine, il n'est pas médecin, mais il me dira que bon, il faut faire ça comme ça. Parce qu'il est mon chef. Je peux être spécialiste en droit, il me dira, mais non, je suis juriste, il me dira, non, c'est pas comme ça. Parce que je suis dans son entreprise, je suis obligé de me soumettre à son autorité. Je peux lui dire, voilà, la formulation juridique veut qu'on puisse dire ça comme ça. Et ça, c'est depuis Cicéron qu'on le fait. Il me dira, non, moi je vois ça autrement. De toute façon, vous n'êtes pas en place, c'est moi les chefs, c'est moi qui signe par la suite. Voilà, c'est un peu ça qui fausse complètement l'idée de la discussion en RDC, en Afrique en général. Mais dans les sociétés qui sont totalement ouvertes à la discussion, ça va plutôt mieux et ça permet de pouvoir dire, voilà, on n'est pas parfait et on ne connaît pas tout. Hein, on n'est pas Faust, en fait. Il y a un texte très intéressant de Goethe, Faust, qui déclame, c'est très bien l'entrée dans ce texte, c'est assez intéressant, il faut lire ça absolument, j'y recommande. Il dit, j'ai fait les mathématiques, j'ai fait la philosophie, j'ai fait toutes les sciences et tout ça, j'ai balade mes étudiants au bout du nez, je les traîne et tout ça, mais finalement je découvre qu'il me manque quelque chose. Hein. Et c'est un très beau texte. Ça vous montre la grandiloquence et l'omnipotence de certaines personnes qui ont juste les pouvoirs. Les pouvoirs, à un moment donné, dans des pays comme le nôtre, confèrent aussi l'intelligence en même temps, ce qui n'est pas vrai du tout. Voilà un peu. Et ici, j'apporte seulement un lieu de discussion qui permet à ce que deux personnes, dénuées de tout ça, coupées du monde, puissent parler sans pour autant qu'il y ait quelqu'un pour applaudir. C'est ça aussi l'essentiel. Ce qui signifie que ça devrait certainement commencer un peu plus tôt, en famille, dans les écoles, et finalement jusqu'au niveau des partis politiques qui sont en fait des véritables machines électorales, parce que c'est elles qui gèrent la nation à travers les élus ou les mandataires. Oui, effectivement. C'est-à-dire que pas tant la machine électorale elle-même, mais plutôt la gestion de la société appelle quand même une distance avec certaines idées qui sont liées à celui qui sait tout. Hein, puisque bon, les chefs de parti savent tout, les chefs d'entreprise savent tout, donc ils savent tout. Et c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Mais les gens vont applaudir, parce qu'ils savent très bien qu'en applaudissant, on a des bénéfices derrière ça. Si les gens avaient un pouvoir d'achat personnel, c'est-à-dire dans leurs métiers différents et tout ça, ils avaient un pouvoir d'achat réel et tout ça, ils n'applaudiraient pas. Ils n'applaudiraient qu'à l'occasion d'une intelligence réelle. Quand ils sont subjugués, sublimés par l'intelligence, ils applaudiraient. Quand cette intelligence peut produire des effets sur le terrain, ils applaudiraient. Mais au contraire, ils ne les feraient pas. Bon, ici, les textes, vous verrez très bien que je prends la discussion déjà au départ d'une famille. C'est-à-dire que dans une famille où il y a un père, une mère et un enfant, le jeune garçon qui s'appelle Tsuya, dans les textes, il y a déjà une discussion permanente. Le père prend une position, la mère prend une position opposée. L'enfant écoute les deux positions et essaie de pouvoir tirer des conclusions par rapport à sa situation personnelle. Et l'enfant grandit avec ça, avec cette permanence de discussion au niveau de la famille. Donc, c'est-à-dire que la production de l'intelligence et de la sagesse au terme de ces regards, de ces discussions permanentes de la famille, forme cet enfant. Et quand cet enfant grandit, peu importe son parcours, il a au moins une idée précise qui est celle de dire, dans la discussion, on fait réagir obligatoirement de l'intelligence et une sagesse. Voilà. Et puis on peut aussi s'ébraquer, avoir une position contraire à la morale. Mais c'est une position qui est respectable, il faut l'écouter. Il ne faut pas dire parce que c'est contraire à la morale et par conséquent c'est non. Et puis ce qu'il y a des spécifiques aussi, ce qu'il y a de bizarre dans la morale, c'est très souvent la morale plutôt du plus fort ou la morale des autres. Donc c'est tous ces éléments-là que j'essaie de pouvoir mettre en exergue dans ces textes pour permettre à ce que les gens, dorénavant, après, bon, j'essaie de réduire aussi, vous savez, habituellement, j'ai fait des textes de 200-300 pages. Là, j'ai réduit au plus petit possible pour permettre à ce que les gens y aillent rapidement, qu'ils lisent, qu'ils comprennent. Parce qu'ici, je ne suis pas en train de donner un modus operandi spécifique, très complexe et tout ça. Je simplifie l'art de la discussion à travers deux personnes aux positions opposées. L'un misanthrope, l'autre philanthrope. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez justement par rapport au niveau de la fonction que l'école devrait exercer sur les enfants en termes d'espace de socialisation? Vous savez, je pense que notre société a besoin de l'art de l'addiction, de l'art de l'addiction, et à travers notamment les pièces de théâtre, tout ça, mais qui doivent prendre en charge la photographie de la société. Si, quand l'enfant apprend à lire, à écrire, et qu'il a terminé son cycle de la lecture, de la compréhension des textes et tout ça, et que par conséquent, il a à même pouvoir discuter, il faut lui imposer un mécanisme des théâtres plus que des récitations. C'est-à-dire l'interpeller à travers les discussions. Il y a des grands textes de tout temps qui ont permis à ce que les gens puissent apprendre à parler, apprendre à discuter.
pas à s'énerver en permanence. Vous voyez, les gens qui s'énervent globalement dans les discussions sont les gens qui n'ont pas d'argument. Or, quand on commence à travailler très tôt, à l'école primaire, vers la fin de l'école primaire, sur les textes en termes de théâtre, des pièces de théâtre, où on intervient, on discute et tout ça, et en secondaire, on continue à l'université, on poursuit ces mécanismes et tout ça, on est beaucoup plus à l'aise, on sait construire des idées, on sait comprendre qu'effectivement on est dans l'erreur, et comment est-ce qu'on peut agir par rapport à ça et tout ça. Donc, ce sont les éléments que l'école a l'obligation de pouvoir donner, mais en même temps, la famille, c'est les premiers points de départ. S'il n'y a pas de discussion au niveau de la famille entre les parents eux-mêmes et par la suite entre les parents et les enfants qui sont les nouveaux venus dans cette famille-là, il y a une difficulté à pouvoir gérer la société, à orienter une société dans son ensemble. Donc l'école est d'une importance capitale, mais la famille un peu plus encore. Revenons au parti politique congolais. Comment susciter, comment provoquer, comment faire émerger la discussion au sein des partis politiques et avec d'autres partis politiques finalement? Non, à ce niveau-là, même si c'est pas l'objet du livre, même si c'est pas l'objet de la discussion, c'est-à-dire que bon, si vous voulez porter l'esprit du livre dans la discussion dans un parti politique, ce que je comprends très bien, même si j'ai pas orienté ça, parce que ça touche toutes les couches de la société, tous les aspects de la société sont touchés par ces textes. Hein. Vous verrez pas un mot politique dedans, parce que je parle pas de la politique dedans. Je parle tout simplement de l'art de la discussion et des positionnements, de la misanthropie et la philanthropie, bon, face à face, et qui s'opposent. Bon, chacun prend sa position jusqu'au bout. Bien. Maintenant, au niveau des partis politiques, je vais redire la même chose. On a une réelle difficulté qui est portée sur la discussion n'est possible que quand on arrive avec ses propres moyens. On est respecté selon son carnet d'adresse et son potentiel financier. Et alors là, on rentre en discussion. On est à la table de discussion. Bon, maintenant, si vous venez juste avec des idées, ben, ça ne compte pas. Donc, il faut révolutionner ça. Il faut passer à autre chose. Lorsque quelqu'un vient dans un parti politique qui a un certain potentiel, il faut l'écouter. Il faut qu'il parle. Qu'il dise, voilà, déjà, pourquoi il vient dans un parti politique. Allez poser la question à la plupart des gens qui rentrent dans un parti politique. Pourquoi ils y rentrent? Ils vont vous dire, voilà, j'ai suivi votre idéologie. C'est quoi notre idéologie? C'est quoi le libéralisme au sens pratique du terme? C'est quoi ses origines? C'est quoi son orientation par la suite et tout ça? C'est quoi le socialisme au sens de Marx, par exemple? C'est quoi son évolution et tout ça? Donc, tous ces éléments-là, il faut déjà le connaître. Bon, quand quelqu'un ne le sait pas, il faut les lui apprendre. Mais il faut que les gens soient outillés pour apprendre aux autres. Mais ce n'est pas le cas. Les idéologues, globalement, des partis politiques sont des faux idéologues. C'est-à-dire, on donne un poste à quelqu'un en disant il est idéologue, mais au fond, il n'est pas idéologue du tout. Parce qu'il n'a pas une culture de la philosophie politique, nullement. Parce qu'il n'a pas fait la plupart, bon, en Europe, vous voyez, en Europe aussi occidentale qu'en Europe de l'Est, pendant très longtemps, il y avait Varsovie était la place idéale. Et Paris, par conséquent, la place la plus structurée en termes de quartier latin où les gens allaient discuter, café philo. Aujourd'hui, il y a des gens comme Michel Onfray qui ont des séminaires permanents, des philosophies un peu partout, tout ça, où on vous apprend comment discuter, comment concevoir, quelles sont les idées politiques et tout ça, d'où elles viennent, comment on peut les appliquer à la société actuelle. Mais c'est tout ça qu'il faut comprendre. Moi, je parle de l'Europe parce que c'est ce que je connais le mieux. Bon, en Afrique, c'est vrai que quand vous montez un peu au niveau du Sénégal, vous tombez sur des discussions énormes. J'ai eu une opportunité d'être à Dakar à un moment donné. J'ai rencontré des gens merveilleux qui avaient une discussion pointue au plan politique. Je dis tiens, c'est bizarre parce que chez nous, on n'a pas cette opportunité-là. Parce que tout simplement, la grandiloquence du pouvoir et des positionnements est vue autrement dans certaines sociétés. Hein. Même les sociétés africaines, on discute. Bon, vous allez au Ghana, aujourd'hui, les gens discutent. Ils sont ouverts. Vous allez au Nigeria, ils discutent. Et c'est ça qui fait la différence. Bon, notre société congolaise a besoin d'intégrer la discussion sans parti pris. C'est-à-dire que on discute partant du principe que je ne suis pas supérieur à vous au motif que j'ai tel pouvoir, tel auteur et tout ça. Mais on parle des idées. Les idées, on sait comment on les formule. Hein. Bon, vous avez toute la tropologie dans toute sa latitude qui vous permet de discuter. Syllogisme, ellipse et tout ça. Comment vous amalgamez ça pour pouvoir présenter une idée. Je peux dire des choses complètement fausses, mais si je le dis solidement, basé sur une structuration logique puissante, mais vous tombez. C'est pas forcément que j'ai raison, mais parce que je sais discuter. Voyez-vous. Tout comme je peux dire des choses très intelligentes, mais je le dis mal et que ça ne passe pas du tout. Par exemple, dire lever la TVA sur toute l'étendue du territoire. C'est très bien parce que ça pourrait faire rentrer sur une journée de la RDC par rapport à la consommation qui est la nôtre, sur 70 millions d'habitants, l'équivalent peut-être de 200, 300, 400 millions de dollars. Mais c'est très bien, mais il faut maintenant l'expliquer avec des mots précis, leur donner une portée réelle et tout ça. Comment on fait ça? Et comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Il faut coupler cette idée de la taxe avec les avantages que ça procure
à la nation, avec les attaches qu'elle procure en termes de structuration au niveau des hôpitaux, des écoles, des routes et tout ça, la production agricole, comment maintenant on peut l'acheminer, les crédits qui peuvent être mis à disposition par rapport aux entrepreneurs, tout ça il faut coupler ça. C'est tout un programme. C'est tout un programme, mais tout simplement c'est l'art de la discussion. C'est-à-dire quand je vous dis TVA, seul payer la taxe parce que ça suffit pas. Il faut l'accompagner avec un certain nombre des paramètres qui font que la personne qui a envie de payer la TVA paye avec plaisir, parce qu'elle espère quelque chose. Vous créez dans la personne l'espoir et les rêves en même temps. Vous suscitez l'adhésion. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et l'art de la discussion et de la présentation des idées est utile à ces niveaux-là. Ben, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le faire, alors faites autre chose. C'est pour ça que, globalement, en politique, on est plus venu voir les gens qui font du commerce parce que c'est un accès facile aux moyens. Ça s'arrête là, globalement. Alors, on fait tout pour pouvoir y accéder. Mais, en termes de production d'idées, production d'intelligence, diffusion d'idées, débats et tout ça, globalement, on est un peu en retrait avec tout ça, quoi. Okay, notre société, dans ce cas, est polarisée, gauche-droite, opposition, majorité. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire en ces termes. Notre société n'est pas polarisée. Notre société consomme, c'est tout. On est une société de consommation qui n'a pas de positionnement réel au sens philosophique du terme, parce que les gens sont d'un côté ou de l'autre, ils passent d'un côté à l'autre, donc la transhumance est permanente. Donc il n'y a même pas d'intérêt à ce niveau-là. On ne peut pas dire ça. On est une société quasiment homogène. Hein. Les positions que vous voyez à la télévision, bon, je suis d'opposition, tout ça, ça ne veut rien dire du tout globalement. Bon, voilà. Maintenant, on a donné l'occasion aux gens de pouvoir discuter réellement, y compris dans les partis politiques qui ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Est-ce que vous trouvez normal que pendant 2 mandats, qu'il n'y ait pas un partant de l'opposition? C'est dû à quoi? Absence de discussion. Il y a une opposition qui n'arrive pas à trouver une seule personne. Et 2 mandats. Parce qu'on ne discute pas. On ne discute pas. On ne discute pas. Ce sont les intérêts, tout simplement, qui sont... On vous donne la possibilité. La Constitution est là. Hein? La structuration de l'État vous permet de pouvoir accéder à un poste très important pour faire l'interface. Il n'y a pas. J'aurais souhaité, sincèrement, il y a une configuration qui me plaît énormément dans les discussions au niveau notamment des parlements. C'est la Chambre des communes en Angleterre, la Chambre basse. Je trouve ça excellent. Où il y a les patrons de la majorité d'un côté, les patrons de l'opposition de l'autre côté. Vous avez des questions, vous donnez aux patrons de la majorité. Vous avez des questions, enfin côté majorité. Côté opposition, vous donnez au patron de l'opposition. C'est lui qui pose des questions, c'est lui qui répond. Donc il est censé connaître l'essentiel de la structuration de la société, l'évolution politique et économique. Il est censé maîtriser ça. Parce que au cas où il y a un changement de pouvoir, tout ça, c'est lui qui répond. Voyez-vous? Et ça, c'est beau. Donc les parlementaires ne passent pas pour crier, se faire voir à la télévision parce que tout ça, non. Il doit préparer, structurer, présenter à son chef direct, celui de la majorité ou de l'opposition, et lui expliquer ce qu'il attend de la partie adverse par rapport à ces points précis. Et celui-là doit devoir intégrer ça pour présenter ça. Et je pense que l'idée de la Constitution congolaise était plutôt dans cette option-là. Malheureusement, peut-être que c'est compris autrement, c'est interprété autrement. Mais c'est utile d'avoir ce type de discussion. Ouais, donc moi, je suis plutôt dans cette tendance-là, mais bon, malheureusement, quand on est quasiment pas grand-chose. Bon, ça n'a aucun intérêt. Grand-chose au sens de la définition qui est la nôtre aujourd'hui ici. Mais j'espère que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, il y aura une autre approche et totalement différente de la chose publique et de la discussion. Discuter, oui, mais pour quelle finalité? Un autre intellectuel congolais, le professeur Godin Poyukadima, pour ne pas le citer, lui aussi vient de nous proposer des éléments pour percevoir désormais la République démocratique du Congo comme un puissant jugement fiscal. Il vient de publier pour ce faire un ouvrage assez évocateur, pour ne pas dire un ouvrage assez révolutionnaire. La rationalisation du système fiscal et douanier comme mécanisme relanceur de l'économie. À travers cet ouvrage, il pousse chacun et finalement nous tous à regarder autrement la République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez d'abord la charpente budgétaire de notre pays, vous verrez qu'elle est constituée pratiquement de 6 rubriques. On a d'une part les recettes courantes, il y a les recettes exceptionnelles, les recettes extérieures, il y a les comptes spéciaux, les recettes des provinces. Et finalement, en termes d'apport au budget de l'État, vous aurez remarqué que les 70% de notre budget est pris en charge par les régies financières. Et de tels États en sociologie de l'impôt, on les appelle les États fiscaux.
parce qu'ils vivent essentiellement de la fiscalité et de la parafiscalité. Donc, partant de ces constats, nous nous sommes dit qu'il fallait réfléchir sur les quantums fiscaux de notre pays, d'une part, et aussi sur son potentiel. Et c'est cela même la rationalisation. Je voudrais les relever d'ores et déjà que pour déterminer les taux d'un impôt dans un État, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en considération, notamment l'histoire de l'impôt, la structure fiscale de cet État, le pouvoir d'achat du consommateur, l'élasticité de la demande, selon qu'il s'agit de l'impôt sur la dépense ou de l'élasticité de l'offre lorsqu'il s'agit de l'impôt sur les revenus. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'il faut rationaliser un système fiscal. Nous nous étions rendus compte qu'il n'y avait rien de tout cela dans notre pays et que les choses se faisaient de manière mandarinaire. C'est-à-dire aléatoire, sentimentale. Donc le taux de l'impôt, c'était comme les numéros qu'on a posés sur les maillots des joueurs, parce que on veut bien les attribuer de manière sentimentale. Mais il y a des études préalables qu'il faut mener pour ce faire. C'est de 1, déterminer le potentiel fiscal d'un État, et de 2, déterminer les quantums fiscal, c'est-à-dire les seuils au-delà duquel on ne peut pas aller. Si vous avez bien observé la vie économique de notre pays, nous avons une flopée des impôts et des taxes qui font de notre fiscalité une fiscalité économicide. Donc c'est ça qui avait motivé notre étude. Mais pourtant, dans votre étude, vous êtes en train de montrer qu'il y a la possibilité, en tenant compte justement du potentiel, qu'il y a la possibilité d'aller au-delà de ce qu'on n'imagine pas, un budget de tout, une participation fiscale qui atteindrait 5 milliards et plus. Pas même 5 milliards, on peut aller actuellement là, on peut aller au-delà de 20 milliards de dollars. Et je peux tenter de l'expliquer. En fait, la grosse difficulté chez nous, c'est d'abord l'identification des impôts nets, c'est-à-dire les impôts qui échappent à la pression fiscale. Et là, il s'agit essentiellement des impôts réels. Et la deuxième difficulté, c'est déterminer les seuils dans les quantums fiscaux. Les taux des impôts exigent des calculs préalables, notamment en termes de l'élasticité de la demande et de l'offre. Cela n'était pas fait dans notre pays. C'est ainsi que nous avons démontré, donc nous avons conçu un modèle économétrique qui nous permet de déterminer d'abord notre potentiel. Et ce potentiel, la meilleure façon de la valoriser, ce n'est pas en cherchant à avoir des taux élevés qui finalement deviennent des taux prédateurs pour le recouvrement. Donc il faut avoir des taux largement faibles, parce que chaque fois qu'on a des taux élevés dans un système fiscal, ça crée des évadés fiscaux. Et ces évadés fiscaux rétrécissent l'assiette au lieu de l'élargir. C'est ainsi que non seulement que nous avons proposé un modèle économétrique qui nous permet de déterminer notre potentiel, mais nous insistons sur les taux relativement bas qui vont nous permettre d'élargir notre assiette. Et à ce moment-là, on fera mieux, 4 fois mieux que ce qui est en train d'être fait maintenant. Et dans votre regard, tout est fiscalisable. Lorsque vous observez la quantité d'eau versée l'eau, c'est devenu une matière fiscalisable. Lorsque vous observez l'espace, l'étendue de la République, vous dites c'est toujours de la matière à fiscaliser. Comment? Mais c'est cela, parce que j'ai suivi un débat parlementaire à l'occasion de la défense du budget de l'État. J'ai entendu dire que dans un État où le PIB était évalué à 20 milliards de dollars, il était impossible de faire mieux fiscalement que ce qu'il y a maintenant. Donc c'est vraiment une grosse erreur. En matière d'impôts, il y a ce que nous appelons les impôts nets. Ce sont les impôts qui échappent dans une large mesure à la pression fiscale. C'est notamment le cas des impôts réels. Et là, nous sommes
dans le contexte de l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties. Donc ça, c'est de la matière qu'on peut exploiter à tout moment. Lorsque vous regardez la superficie de notre pays, c'est du gisement fiscal à exploiter. Et il suffit de mettre à contribution, d'une part, les services des cadastres et d'autre part, les services des affaires foncières pour optimaliser le recouvrement dans ces secteurs-là. Et je vous dis, lorsque vous regardez la superficie de notre État, il est possible d'aller jusqu'à 20 milliards de dollars. Ça, c'est de 1. Nous sommes maintenant en train de parler de la fiscalité hydrique. Vous savez que nous sommes obligés maintenant à exporter notre eau douce. Et alors, ça c'est de la matière qu'on doit exploiter. Il ne faut pas qu'on attende que les États désertiques viennent nous envahir avec une nouvelle guerre. Et pourtant, c'est la denrée commercialisable. Non seulement qu'elle sera commercialisable, mais elle sera également fiscalisable. Donc ça, ce sont des impôts pratiquement nets qu'il faut exploiter maintenant pour mobiliser davantage les ressources de manière à accélérer le développement de notre pays. Dans les mêmes opportunités, vous citez des terres arables et vous dites que jusque-là, le secteur agricole n'est pas encore fiscalisé chez nous. Naturellement, donc le secteur agricole, il a besoin de l'assistance de l'État. Et ce secteur doit être fiscalisé progressivement. Au fur et à mesure que les activités agricoles deviennent prospères, la fiscalité viendra se disposer sur leur prospérité de manière à rendre l'État congolais plus prospère qu'avant. Donc ce sont des études qu'on a dû mener à court, moyen et à long terme parce que le développement d'un État se fait dans le cadre d'un plan. Et dans les plans, on a des mesures à court, moyen et long terme. Mais dans tout ça, ça suppose qu'il faille restructurer les services techniques qui aident l'État dans la mobilisation des recettes et peut-être dans une certaine mesure revoir la législation en la matière. Comme vous venez de le dire, le système fiscal de l'État n'a pas que des structures, mais il a également des acteurs. Donc il y a d'une part un travail à faire sur le plan de la législation et aussi un travail à faire du côté des acteurs. Vous savez, dans les autres États, je voulais parler de la France, les régies financières font partie de ce qu'on appelle les corps protégés, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas QV. Ce sont des gens qui ont un cursus à la fois élitiste, mais surtout un cursus aussi sur le plan d'éthique. C'est-à-dire quoi, je vais m'expliquer. Ces régions, on devait les protéger d'abord pour que ceux qui peuvent y travailler, que ce soit vraiment de véritables capitaux humains, au sens de Gary Becker. Donc, qui disait que le capital humain, c'est celui qui a 3 composantes, c'est-à-dire la compétence, la bonne santé et suffisamment d'éthique. Donc, ce ne sont pas des régies où les gens doivent être engagés et promis selon les liens de sang et de sentiments. Ça devait être vraiment des corps dans lesquels on devait trouver des gens qui ont suivi, qui ont un parcours drastique sur le plan professionnel et aussi sur le plan d'éthique. Parce que lorsque vous prenez dans ces régies financières, vous y mettez n'importe qui, ça pose problème d'abord au niveau de la conception de la politique fiscale et au niveau de son exécution. Et lorsqu'on y amène des gens qui n'ont pas la culture de l'intérêt général, cela débouche sur la corruption et le détournement. Et vous citez le livre d'Alexis Tamomamba, ancien PDG de l'OFIDA, en fait, qui lance un plaidoyer pour la dépolitisation de l'administration douanière et fiscale. Oui, je crois que l'ancien PDG, Alexis Tamboué, avait déjà vu loin et large lorsqu'il plaidait pour la dépolitisation des régies financières. Vous savez, j'ai l'autorité de le dire, lorsqu'il y a des interférences politiques au niveau des engagements, au niveau des nominations, ça dilue un peu l'effort des services, dans ce sens que tous ceux qui viennent ne rassurent pas
l'administration en termes de compétences et de probité. Et vous savez, quelqu'un qui sait qu'il a eu le travail parce qu'il a été soutenu par une autorité, et il sera plus loyal à celui qu'il avait envoyé là qu'à la société qu'il utilise. Donc, je ne refuse pas que les engagements sur titre existent, mais pour les cas de régie financière, on devait privilégier le recrutement sur concours et le vrai concours. Okay. Lorsque vous faites un appel pour l'élargissement de l'assiette fiscale et l'étude des autres potentialités, vous n'avez pas peur qu'on puisse vous taxer de quelqu'un qui veut tuer l'impôt? Parce que trop d'impôts, comme vous le dites aussi dans votre propre ouvrage, trop d'impôts tuent l'impôt. Oui, naturellement. Donc nous, lorsqu'on cherche à mobiliser davantage, nous n'avons pas de taux élevés. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de notre étude, nous demandons qu'on puisse exploiter des gisements fiscaux qui sont encore inexploités.